Europe 1, 8h19, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Et votre invité ce matin est le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. D'abord, je lui dis bienvenue. Bonjour Manuel Valls, merci Bonjour. d'être là. Merci. La Tunisie, c'est 2 heures de Paris, 2 heures d'avion. Une grande partie du peuple s'est révoltée après la mort de Chokri Belaïd, assassiné en sortant de chez lui sous les yeux de sa femme qui est très courageuse. Il était menacé et pas protégé. Est-ce que vous continuez à faire de la Tunisie un exemple des printemps arabes ? Non, ça n'est pas un exemple, mais en tout cas, il y a un peuple, sa jeunesse, les femmes qui se sont mobilisées pour faire tomber Ben Ali. Le président de la République, hier, a condamné l'assassinat de Chokri Belaïd, qui était l'un de ces démocrates qui se bat pour des valeurs qui sont universelles. Et nous devons, nous, soutenir ces démocrates pour que les valeurs de la révolution du jasmin ne soient pas trahies. Vous, ministre de l'Intérieur, si vous étiez sollicité par un gouvernement à majorité NADA pour une coopération policière, vous leur enverriez ce dont ils ont besoin ? Il existe des coopérations, notamment pour la protection des frontières de la Tunisie. Mais bien évidemment, la France ne coopérera jamais quand il s'agit de réprimer un peuple. Si on vous dit c'est le maintien de l'ordre ? Non, nous devons soutenir tous ceux qui se battent pour le maintien de ces valeurs. Et bien prendre conscience, je m'adresse évidemment à nos compatriotes, des dégâts, et le mot est faible, du despotisme, de cet islamisme qui aujourd'hui, par l'obscurantisme, nie les valeurs et cherche à enfermer notamment les femmes tunisiennes dans un voile. Le parti au pouvoir, Ennahda, est infiltré, influencé par les radicaux de l'islam dont vous parlez, par les salafistes. Il en est même complice. C'est-à-dire qu'à travers ce que vous dites ce matin, l'Europe et la France ne doivent pas fermer les yeux sur la montée d'un fascisme islamique. Oui, il y a un fascisme islamique qui monte un peu partout. Attention aux mots évidemment que nous utilisons, mais cet obscurantisme qui parfois porte le nom d'un certain nombre de frères musulmans ou d'un salafisme, doit être évidemment condamné, puisque là, on nie encore une fois cet état de droit, cette démocratie pour lequel les peuples libyens, tunisiens, égyptiens se sont battus. Il y a eu des morts, il y a eu des gens qui très courageusement se sont battus pour ces valeurs, il y en a encore. Il y en a encore. Les Tunisiens qui le peuvent quittent parfois en ce moment leur pays. Manuel Valls, si les violences continuent et s'ils le demandent, est-ce que l'asile politique leur serait accordé ou leur sera accordé comme des réfugiés politiques ? Mais la France est une terre d'accueil pour tous ceux qui fuient la guerre et les dictatures. Mais moi, je veux garder espoir dans le rendez-vous électoral pour que les forces démocratiques et laïques, celles qui portent encore une fois les valeurs de cette révolution du jasmin, demain l'emportent. Que les élections aient lieu, qu'elles ne soient pas sans cesse retardées. Donc c'est la démocratie ou l'exil, on voit bien que c'est l'enjeu des drames en cours en Tunisie. C'est un enjeu considérable avec les liens que nous avons avec l'ensemble du Maghreb et avec la Tunisie à 2 heures de Paris, comme vous l'avez dit. C'est un enjeu considérable, pas uniquement pour les Tunisiens, mais pour tout l'espace méditerranéen et donc aussi pour la France. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vos services ont démantelé une filière de 4 djihadistes qui sont toujours en garde à vue, apparemment prêts à combattre au Sahel. Vous savez qu'il y en a plus que 4. Et est-ce qu'il est vrai que vous avez saisi une liste de personnalités qui étaient menacées, de sabotage qui étaient en préparation ? Il y a eu des listes de personnalités ou d'institutions juives qui avaient été saisies en septembre dernier, quand une cellule terroriste avait été démantelée après un attentat à Sarcelles qui devait tuer le 19 septembre 2012. Il y a là incontestablement, mais il faut attendre évidemment les résultats de l'enquête policière et judiciaire pour en savoir plus sur cette cellule qui vient d'être démantelée. Mais est-ce qu'il y en a d'autres ? Il y en a sans doute d'autres. Il y a des cellules, des filières, des individus qui vont faire le djihad, comme on dit, en Afghanistan, en Syrie d'abord, mais aussi au Sahel en moindre nombre, qui peuvent aussi frapper sur notre territoire. Donc les services de police, les services de renseignement sont mobilisés. Vous savez, depuis les tueries de Toulouse et de Montauban, puis les tueries de Mohamed Merah, depuis le démantèlement de cette cellule au mois de septembre, j'ai demandé évidemment à l'ensemble de nos services d'être extrêmement attentifs et de ne pas laisser tous ces réseaux qui veulent s'en prendre aux intérêts fondamentaux de l'État, à notre démocratie, à notre valeur, de ne pas les laisser tranquilles. Il faut insécuriser ces réseaux. Il n'y a pas de place pour ces gens-là. Manuel Valls, les enquêtes d'opinion montrent d'ailleurs en ce moment que les Français ont peur de l'islamisme. Ils sont persuadés que des actes de terrorisme auront lieu ici, dans le futur, parfois bientôt. Est-ce que vous êtes en mesure de les rassurer ? Ce que je peux leur dire, c'est que l'État,
les services de police et de gendarmerie, le renseignement sont mobilisés. C'est l'une des raisons pour lesquelles le président de la République et le Premier ministre ont demandé à ce que le plan Vigipirate soit renforcé. Aujourd'hui, il n'y a pas de menace directe connue sur notre sol, mais il faut évidemment être très vigilant face à cette menace sourde qui peut toucher notre pays, nos ressortissants. C'est la raison pour laquelle la France est intervenue aussi au Mali pour arrêter ces groupes terroristes, ces groupes criminels. Sinon, c'est tout le Mali et donc tout le Sahel qui basculait dans les mains du terrorisme. Et également les problèmes sociaux, inquiétude, tension, parfois des violences chez Goodyear, Aulnay-sous-Bois, ArcelorMittal. On entend quelquefois les syndicalistes et on voit le climat. Et vous avez dit, on assiste moins à des mouvements sociaux qu'à des explosions sociales. Et vous avez demandé à vos services, d'après ce que je lis, d'éviter les risques de radicalisation dans les entreprises. Est-ce que vous attendez à des violences spontanées, provoquées, localisées ? Mais cette réalité n'est pas nouvelle. La crise économique, industrielle frappe notre pays depuis des années. Des centaines d'entreprises ont fermé. Nous avons perdu des dizaines de milliers d'emplois au cours de ces dernières années. Il y a de la désespérance chez les ouvriers, chez les ouvrières, chez de nombreux salariés. Est-ce que vous attendez justement à cause de ça des excès de colère, mais il y a de la colère. Cette colère, elle doit être canalisée par les organisations syndicales. Elle doit être canalisée surtout par les solutions que nous cherchons pour sauver ces emplois industriels, pour faire en sorte que la politique industrielle soit de nouveau une réalité réactivée dans notre pays. C'est tout le sens de la politique du gouvernement. Il y a deux mots qui sont en train de devenir à la mode, radicaliser, criminaliser. Comment un gouvernement de gauche peut-il envoyer des CRS face à des salariés ? Vous entendez le reproche, Bernard Thibault, CGT, a reproché au gouvernement de criminaliser l'action syndicale. Mais c'est quoi cette histoire ? Le rôle d'un ministre de l'Intérieur et d'un gouvernement, c'est de permettre l'exercice de l'état de droit. Il y a un droit de manifester, heureusement. Et ce droit de manifester, il est garanti par la Constitution. Avec des risques de débordement ? Mais il doit pouvoir se faire en toute sécurité. Il faut préserver à la fois l'outil de travail, une entreprise. C'est le seul guide, en tout cas, de mon action. L'exercice des libertés dans la tranquillité et en même temps dans la sérénité. Le gouvernement est particulièrement attentif à la détresse sociale et au risque de radicalisation, nous venons d'en parler. Et notre rôle, c'est de prévenir, mon rôle, c'est de prévenir les dérapages ou la violence. Il n'y a pas de place. Mais il y a des risques. Mais il n'y a pas de place dans une démocratie politique comme la nôtre et dans une démocratie sociale où le dialogue social va être peut-être demain inscrit dans la Constitution, c'est la volonté de François Hollande, il n'y a pas de place pour cette violence. Mais par exemple, Manuel Valls, mardi prochain, et Olivier Besancenot l'a dit tout à l'heure à Bruce Toussaint, syndicats, extrême gauche veulent créer des rapports de force avec vous, le pouvoir. Et ce matin, ici, est-ce que vous incitez à la retenue, à la maîtrise de la protestation sociale, les syndicats pour éviter des casseurs ? Et je l'appelle évidemment à la retenue, au dialogue social, à la recherche de solutions. C'est le sens de l'engagement du Premier ministre, du ministre de redressement productif Arnaud Montebourg, du ministre de l'économie Pierre Moscovici, que de trouver à chaque fois des solutions. C'est difficile avec la crise que nous connaissons, mais encore une fois, ce sont des solutions économiques, industrielles, sociales qui doivent être recherchées. Il n'y a pas de place pour la violence. Et je lance évidemment un avertissement. La police, elle fait son travail. Mais on ne peut pas admettre qu'on cherche à casser l'outil de travail, à briser du mobilier urbain, qu'on s'attaque à des édifices publics, qu'on lance des boulons sur des policiers. Hier, il y a eu une douzaine de gendarmes et de policiers blessés à Strasbourg. Vous dites que ça ne doit pas durer, ça ne doit pas continuer. Mais le désordre, il n'est bon pour personne. Et moi, je suis un tenant et de l'autorité et de l'ordre républicain qui garantissent à la fois la démocratie et le progrès social. Il y a beaucoup de sujets avec vous, naturellement. J'aurais pu parler de la cérémonie émouvante hier pour le 15e anniversaire de l'assassinat de préfet Erignac. C'était impressionnant aussi, parce que pour la première fois, vous avez rassemblé tous les préfets en uniforme dans la cour de la place Beauvau. J'aurais pu vous poser une question sur les salles de shoot, mais il y a un rapport dont on n'a encore pas parlé, mais à mon avis, on va en parler. Il a été commandé par Matignon. Il dresse un constat accablant de la politique d'intégration menée depuis 30 ans par la gauche, la droite, et il suggère plusieurs réformes, c'est le rapport Thuot, dont la création d'un titre de tolérance pour régulariser par étapes en 5 ans une grande partie des sans-papiers. Comme il y a entre 200 et 400 000 sans-papiers en France, qu'est-ce que vous faites ? Comment vous répondez ? C'est un rapport intéressant sur les questions d'intégration, parce que c'est un des grands défis de la société française, mais je vous le dis encore à ce micro, il n'y aura pas de régularisation massive des sans-papiers. J'ai publié une circulaire il y a quelques mois, après l'arbitrage du président de la République et du Premier ministre, et cette régularisation se fait
au cas par cas, Vous répondez sur des critères. déjà non à ce rapport. Je l'ai dit très clairement, il n'y aura pas de Et régularisation quand massive. il suggère de mettre un terme au débat sur le voile, il dit la France n'a jamais dépendu d'un bout de tissu boubou, coiffe bretonne, chèche ou béret. J'ai voté les 2 lois, celle interdisant les signes distinctifs religieux à l'école et celle interdisant la burqa. Nous avons parlé de la Tunisie, de la laïcité, de la place de la femme dans nos sociétés. Eh bien oui, le voile qui interdit aux femmes d'être ce qu'elles sont restera pour moi et doit rester pour la République un combat essentiel. Merci beaucoup. Merci Manuel Valls, merci Jean-Pierre et à demain.